axes. Compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. Et quand vous passez un examen de langue, et qu'en fait vous cochez ces 4 cases, compréhension, production écrite ou orale. Donc on avait fait des enquêtes auprès de locuteurs dans l'Ain, avec des compréhensions orales, production orale, compétences linguistiques, compétences pragmatiques. On aboutissait à 11 items. Et on a évalué, la personne a évalué si, par rapport à ces items, donc comprendre émission de radio et enregistrement, par exemple, est-ce qu'ils sont au niveau A1 ou au niveau C2, ou est-ce qu'ils sont d'un niveau intermédiaire. Donc voilà à quoi on aboutit. Par locuteur, on a un locuteur, 2, 3, 4. Quand on est sur des langues véhiculaires, on a des schémas qui sont assez ramassés, c'est-à-dire que mon locuteur qui sait juste faire ses courses, n'est pas capable de lire la presse. Alors qu'en franco-provençal, on peut avoir des locuteurs qui, au niveau de la grammaire, ne comprennent pas rien, ne sont pas capables du tout de décrire leur langue, mais qui sont capables déjà de comprendre des textes qui sont relativement sophistiqués au niveau de la structure. L'exemple CJ, eh bien, donc là, on voit que dans nos différents locuteurs, on a vraiment des représentations fragmentées, parce qu'on a des personnes qui vont avoir des niveaux C2, alors que de l'autre côté, ils ont des niveaux A1 à 2. Donc, s'il faut justifier qu'on a utilisé le futur, donc on est du niveau A2, si on sait utiliser le futur l'imparfait, donc on est du niveau B1, on peut le faire. Mais je ne pense pas qu'on soit dans le... Là, on n'est pas dans l'objectif de construire des outils qui correspondent à un niveau. On est dans un objectif de construire des outils qui vont peut-être faciliter, soit à l'intégration au niveau du paysage, c'est le cas des noms de lieux. Lorsque je vais me promener à la Joux, c'est pas là, c'est la forêt. Ça peut permettre de comprendre aussi des noms de lieux, quand en Savoie, vous avez la rue de la vie. Bon, en fait, c'est carré, c'est la rue de la rue. La vie, c'est la via. Bon. Le Nain, c'est le torrent, c'est le pont. Donc, par rapport au nom de lieu, on peut avoir une appropriation avec le territoire qui peut faciliter. Et puis, par rapport à la langue, par rapport au texte, on a, contrairement à ce qui, côté français, a été dit pendant très longtemps, oui, mais le franco-provençal, c'est une langue orale. Donc, vous savez qu'en France, pour avoir des lettres de noblesse, il faut être une langue écrite. Et donc, si, on a des écrits, la preuve, on a des écrits qui ont cherché, des auteurs qui ont cherché à rivaliser avec La Fontaine. Donc, on peut aussi avoir accès à ces connaissances. À celui qui est au niveau de langue, qui peut amener à un niveau assez élevé. Alors, le dernier va arriver. C'est bon? Tout le monde a l'air bien. Bon, je vais commencer maintenant avec quelque chose d'un peu général, peut-être que vous m'en excusez, mais je pense que basique. Par rapport à la fable, le type de la fable, c'est quelque chose qui est ancien. C'est une écriture, un type d'écriture que l'on retrouve depuis longtemps, puisqu'on en a au Xe siècle avant Jésus-Christ, on trouve des fables en 12 temps, et ensuite, l'une des premières fables qu'on trouve, c'est dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible. On a 2 fables, dans le livre des Juges et dans le livre, je ne me rappelle plus, de Samuel. Dans le livre des Juges, je vous donne la citation, donc on estime que ça a été écrit à la fin du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, là. Il y a un roi qui parle, et il va utiliser cette fable. Les arbres allèrent au loin d'un roi sur eux et dirent à l'olivier, règne sur nous. L'olivier leur dit, laisse-je ma presse par laquelle on honore par moi Dieu et les hommes, et ferai-je m'agiter pour les arbres? Et les arbres dirent au figuier, le figuier décline, il veut pas, et puis on a différents végétaux comme ça qui se succèdent, et finalement, qui c'est qui va régner? C'est l'épine. Et en fait, on se retrouve avec la fable de La Fontaine, avec le roi des animaux. Qui c'est qui va régner? C'est que l'animal
plus méchant. Donc on a, bon, c'est bien une fibre qui est utilisée depuis longtemps, qui est ancienne. Dans l'Ancien Testament, donc dans le livre de Samuel, le roi David a couché avec la femme d'un de ses soldats, et il y a eu un enfant qui est né. Et à ce moment-là, le roi David ne veut pas reconnaître que, enfin, il va faire tuer le soldat pour que la femme ne soit pas reconnue coupable d'adultère. Et donc il y a un prophète qui vient voir le roi David et qui lui dit: il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du menu et du gros bétail en grande quantité, mais le pauvre n'avait rien du tout, une seule petite brebis qu'il avait achetée, qu'il nourrissait, qui grandissait auprès de lui. Et puis le voyageur vient chez l'homme riche, et l'homme riche a pris la brebis de l'homme pauvre et l'a prêté pour un homme. Bon, voilà. Et alors le roi David se met en colère et il dit: c'est toi qui as fait ça. Hein. Donc, bon. La femme a parlé, elle a porté. Donc ça, ce sont dans les premières fables, on a toujours le fait que ce sont des animaux, on a parfois du matériel, ou des matériaux. Vous avez en tête la lime, le serpent et la lime. Hein. En principe, on a une morale à la fin. Dans les végétaux, on a aussi le pot de fer et le pot de terre, qui est bien connu. Non, pas dans les végétaux. Dans les objets, pardon, le pot de terre et le pot de fer qui sont bien connus. Alors, à travers les siècles, vous avez Ésope, ça c'est bien connu. Hein. On vous dit que La Fontaine s'est inspirée d'Ésope. Bon. 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors il s'est sans doute inspiré d'Ésope, enfin il paraîtrait aussi que La Fontaine ne lisait pas le grec. Alors on ne sait pas trop à partir de quelle version il a travaillé. Ensuite vous avez un dénommé Babrius, bon, qui va faire sa version qui est particulière parce qu'elle est abrégée. On a un grec au 3e siècle après Jésus-Christ, Aphthonios, donc, qui va également faire des versions, des fables. Et puis, fin 8e siècle, début 9e siècle, on a Ignace de Constantinople, qui va se faire une réputation parce qu'il prend les fables et il les contracte. Donc on arrive à quelque chose: un corbeau mordait un fromage, un renard ne trompe pas. Si tu avais la voix, tu serais le grand oiseau de Jupiter. Voilà, résumé. 12e siècle, Marie de France, poétesse française qui vit en Angleterre, donne une version du corbeau et du renard, et le titre c'est D'un corbel qui prit un fromage ou du corbel et du verpis. Avec le 15e siècle, on trouve aussi une version dans la mer des histoires. Et là, en fait, on est maintenant dans le vol. Chaque fois, l'animal a volé quelque chose. Si on compare toutes ces versions, en fait, depuis Ésope jusqu'à Marie de France, on a toujours les deux mêmes animaux, le corbeau et le renard. Le corbeau est sur un arbre, il est en hauteur. Le renard est en dessous. Chez Ésope, le corbeau tient dans son bec de la viande. Mais il est très probable qu'en fait, à l'époque, viande voulait dire nourriture. Donc on n'a pas... Il est sur un arbre, en général. Il tient de la viande, c'est de la nourriture. Chaque fois, on a quelque chose de général. Souvent, donc, et à partir de Marie de France, donc à partir du XIIe siècle, on sait que le fromage est volé dans une maison. Dans tous les cas, le renard flatte sur la beauté physique qui peut vous amener jusqu'à la royauté. Ignatius fait référence à Jupiter, La Fontaine Phénix, et dans tous les cas, le corbeau répond à la demande du renard. Et il en résulte une morale qui fait une mise en garde en fait par rapport à la flatterie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? J'aime bien cette image parce que, effectivement, la fable de La Fontaine, le corbeau est avec son habit noir, en fait, il représente la magistrature, le monde des avocats, le théâtre des avocats, la bourgeoisie, qui a dans son bec un fromage qui a été acquis de façon plus ou moins honnête. On ne sait pas trop. Et en face, on a le prolétaire. Enfin, en face ou en dessous, on a le prolétaire. Et donc on a notre homme en noir, notre habit noir, la magistrature qui est au-dessus, et le prolétaire qui est en dessous. Voilà
réductions et des généralités. Donc par rapport à nos auteurs dans notre espace Rhône-Alpes, donc je ne m'étends pas du tout à la Suisse, ça ne concerne pas non plus la Val-d'Oise, ce sont que des auteurs français. Bon. Peut-être que si j'ai d'autres éléments, je pourrais aussi travailler avec des textes extérieurs, parce que je crois que c'est Thérèse qui en avait un pied dans des versions du Corbeau et Bernard. Oui, ouais. Je l'ai fait. Bon. Bon, en Auvergne-Rhône-Alpes, on trouve 15 versions quand même du Corbeau et Bernard. On en a dans la Plaine du Forêt, dans le département du Rhône, dans l'Ain, en Isère, en Savoie. Alors 3 en Savoie et 4 en Haute-Savoie. Les fabulistes d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme les prédécesseurs, utilisent le dialogue entre deux animaux dans le Corbeau et Bernard. Il s'agit d'un poème. La Fontaine faisait un poème, mais ses vers étaient de longueur variable. Même nos fabulistes en Auvergne-Rhône-Alpes font de la même façon des femmes qui sont avec des longueurs variables. Avec des. Donc dans le. Comment on pas, pardon. Si vous regardez le document, c'est la Plaine du Forêt. Alors, la Plaine du Forêt, ça doit être le premier, non? Oui. Voilà. Vous avez des vers qui sont de longueurs diverses. Là, on a des octosyllabes avec des rimes plates. D'accord? Plates. Donc, le seuil, le ganet, le fromage, l'héritage, rime plate. Dans le suivant, les vers sont de longueur complètement variable. Et la rime n'est pas tout à fait assurée. Alors, c'est dans le texte de Saint-Martin-en-Rhône. Donc, c'est le 2B. Je vous fais écouter. Si j'y arrive. La Gaule et le Rhénan. Bon suit la Gaule, Parchis Namiaï, deux nations polycamées. Bon suit le Rhénan, Camusi Chilogeux, Luigi Amouvekia. Bien le bonjour, bon suit la Gaule, Osez Gilbert Ramouille, comme le Saint-Logio, Saint-Magine, si nous ton chant est aussi bio que votre entonnoir, vous êtes le phénix des habitants de Sherwood. Un bien, la Gaule se s'agit plus facilement que la Gaule. La Gaule. Voilà. Donc des vers de longueur variable. Des vers dans le texte d'Auguste Moutier, Grenoble, on a des octosyllabes, des heptasyllabes et des rimes plates. Celui-ci. Dans cette opla fidèle, des Indiens vivants reniés que je vous pèse. Vous êtes si bravant, vous êtes si coquets, que je mourrais aux envies de vous viser, oui. Vous ne répondiez pas, êtes-vous en colère? Pardon, je suis pas partie du début. Nous combat Lorena et la Toison. Un beau jour que la Toison laissait ouverte à la maison, tandis qu'elle lave les tables, laissant aux autres sur la table, la brave franchie de chair, que n'ayez point nous ni faire, le combat. Bon, ça va au niveau de la compréhension du texte? Oui. Donc après, on a aussi dans. Est-ce que j'ai le suivant? Oui. À Massingy, on a encore une grande liberté dans les vers et la rime, mais pas toujours assurée. Mais n'empêche, notre texte a une certaine allure, si on peut dire. Alors, je ne dis pas. Est-ce qu'il y a un savoyard là? Oui, bah, vous pouvez dire. Eh ben, allez-y. Le Corbet appelé le renard. Un vieux Corbet célibataire, gambouillant sur un vieux château. Tenir bien loin la tome à fine grâce. Dans les tomes que nous grand mâts veut dire marcher à remédier. Merci bien, on va s'arrêter là. Donc, on est sur un vers court, on n'a pas de rime, mais n'empêche que le texte se suit bien. De façon, si on fait un récapitulatif pour voir quoi
ressemble. Alors, voilà. Je vais faire un récapitulatif. On a toujours le corbeau et le renard, on est d'accord. Celui qui est perché a toujours dans son bec, au début au moins, de la nourriture, quelle que soit la femme. Mais très souvent, on a un ancrage dans le territoire dès le début. On a une référence à un arbre précis, un hêtre dans la Loire, un noyer en Isère, en Haute-Savoie. En Savoie, on retrouve le saule, le chêne, le pommier sauvage, le châtaignier et même le poirier. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la fontaine est restée dans la généralité. C'est un arbre, c'est applicable à tous les lecteurs. Là, on est bien sur un espace circonscrit géographiquement. C'est là où on se retrouve ces arbres. On a même des références qui sont précises, la forêt de plants de bois, où là on est en Savoie, et dans le Rhône, on nous donne le lieu qui est les Écorbans. Pour le larcin, qui est commis par corbeau, il s'agit toujours d'un vol qui porte sur un fromage, mais soit de brebis dans la plaine des forêts, un fromage de chèvre à Saint-Martin-en-Haut et en Savoie, une grosse tome ou une tome grasse en Savoie, et ensuite on trouve aussi pour la Savoie la mention de quel fromage ajouté. Voilà, le reblochon. Donc l'auteur grenoblois Ravana innove parce qu'il va mettre dans le bec du corbeau de la viande. Mais est-ce que c'est pas simplement, est-ce que c'est pas parce qu'il a lu Ésope qui avait lui-même de la viande et qu'il n'a pas compris qu'en fait, viande à l'époque d'Ésope, c'était bien nourriture. Bon, on peut avoir éventuellement ce genre d'explication. Alors, donc, outre, on a l'ancrage géographique qui est très net. Et il y a une particularité dans le texte de Provézieux, donc c'est dans le 38, 2G. Voilà, 2G. On est d'accord? Donc là, dans ce cas-là, le renard n'est pas parti et s'est régalé avec la tome qui était lâchée par le corbeau, mais la tome était empoisonnée et il va rester suspendu par une patte dans le ravin. Voilà. Donc on a une morale tout à fait particulière. Au niveau des flatteries qui sont limitées par le renard et qui portent sur la beauté physique ou l'élégance, on a toujours le si qui est introduit et qui permet d'être roi au phénix. On a quand même, au niveau de la chute, si on peut dire, 3 fables savoyardes qui sont tout à fait originales par rapport à la fin. Alors, comme ça va, celle-ci ici. Je vous propose de regarder Marcel Laviard, qui est donc le 2M. 2M. Et voilà ce que ça produit. Je passe un peu.
est d'accord. Voilà. Pardon. Alors, on a un peu le même genre. On a un peu le même genre dans le suivant. Donc, pour qu'il n'y ait pas l'enregistrement, notre contrôle en B. Bon, c'est en fait une variété. Ensuite, où c'est pareil. Mon corbeau, en fait, tu le prends pour un corbeau français. Et donc, on a toujours l'opposition entre le corbeau français et le corbeau savoyard. Le corbeau français se fait duper. Le renard, en fait, arrive à le rouler, si on peut dire, alors que le corbeau savoyard, lui, a toujours la raison. Il sait se sortir de la situation. Alors, il y a sans doute, c'est marqué sans doute par l'histoire, la Savoie et la France, la Savoie n'est pas attachée depuis si longtemps que ça à la France, et d'une certaine façon, ils cherchent à montrer leur supériorité. Autre particularité, le corbeau peut être vieux, en fonction des femmes, vieux célibataire, jeune, et aussi de sexe féminin. Et cette idée, et alors quand il y a le sexe féminin, on peut dire qu'on va avoir le jeu entre la flatterie, et la coquetterie entre monsieur et madame. Mais en fait, ce jeu qui est presque naturel au niveau de la langue, puisque le corbeau, dans certains parlers, se dit la graille. Et est féminin, effectivement, et ça vient d'un mot latin grapula, qui est aussi féminin. Donc on aurait pu jouer sur cette veine-là, et en fait, il n'y a qu'un auteur qui profite de la courtoisie entre la dame et le monsieur. Donc, dernier élément, au niveau de la morale, on a quelques variations. Mais à Poncin, le corbeau manifeste sa colère et la dernière partie élargit même au rapport dans la société. Alors, le Poncin, c'est 2 E. Pardon, 2 E. Ah, j'ai pas la version sonore encore. Ce qui compte est faire bien de geindre que la flatterie la meta dedans. Il n'y a pas de flatteur que naisse sa victime. Rappelons donc bien que la sincère estime est dans les actions et non pas dans le mot. Le bonjour, le bonsoir, le salut, pesons-le. Des règles, des empereurs qu'amables et convaincre de la volta sont nuda sans trompette, et perd cette trop tard défia de langage de renard, que de la demoiselle a perdu son fromage. Donc là, il est fait référence à la vertu des demoiselles, ce qui est une chose tout à fait particulière par rapport aux autres auteurs. Voilà pour une présentation globale des 15 femmes que nous avons sur notre espace. Alors à partir de ça, on peut construire des activités de transmission ou de sensibilisation. On peut faire des repérages sur la langue, avec ce que nous a présenté Orlando par exemple hier soir. Pour les plus jeunes, on va plutôt favoriser des versions qui sont des traductions des fables de La Fontaine. Puisqu'on voit qu'en fait, on a des textes qui sont des traductions. On a la version de La Fontaine et on a la traduction en franco-provençal. Alors, soit à Saint-Martin-en-Haut, par exemple. Alors, Saint-Martin-en-Haut, c'est la 2B. On a aussi celle qui est de Collonges. Saint-Martin-en-Haut, le texte est un peu... La langue est un peu verte. Pour être dans le milieu scolaire, on va plutôt privilégier donc le texte de Collonges, parce qu'on a par exemple, dans Saint-Martin-en-Haut, c'est donc le 2B, au vers 10, on entend donc que la grogne ne se sent plus qu'ici. Bon, ça peut choquer dans un milieu éducatif scolaire français. De même que le vers 17, la grogne bouillonne et quenole, ça peut aussi choquer. Mais par contre, dans des activités pour des adultes, dans des groupes d'animation, des associations, pourquoi pas. Donc il y a des textes qui sont des versions, effectivement, qui sont des traductions, et d'autres qui sont des appropriations. Pour
travailler plus sur le plurilinguisme, le multilinguisme, ben, les versions qui sont les plus proches sont les plus faciles à utiliser pour ce genre d'exploitation. On peut travailler les compétences de compréhension orale. Alors, avec Fabio, on est en train en fait de recueillir les mises en voix des femmes, et normalement d'ici octobre 2025, tout ça devrait être disponible sur le site de l'Institut Pierre Cardin, et on devrait avoir le texte, on a là, en face la version sonore, et en regard aussi la version en graphie englobante. La version en graphie englobante, pour reprendre ce que nous avons fait encore hier soir, a la facilité, c'est la facilité pour le lecteur français en tout cas, d'avoir accès au sens. Mais la version sonore complète aussi cette approche. Alors, la version sonore aussi est intéressante, parce que le français, on sait que c'est une langue oxytonique, et qu'avec le franco-provençal, on est sur une langue paroxytonique, chose que l'on retrouve avec l'espagnol et l'italien. Donc c'est aussi une façon de sensibiliser et de faire du plurilinguisme. Alors, ce qu'on peut proposer comme activité, c'est par exemple une fable qui a été déconstruite. Alors, je crois que je me souviens donné. Je vais distribuer, non? Oui. Dernière feuille. Du texte que je vous ai distribué. Donc ça, c'est la version de Collonges dans l'un. Maître Corbeau sur un arbre perché. Et vous avez d'un côté le texte en français, donc de La Fontaine, et de l'autre côté, le texte en français provençal. Donc je vous laisse 2-3 minutes pour essayer de dire que A va avec je ne sais pas combien, tenez dans son Maître Corbeau sur un arbre perché, ça va bien, on est en face. Ensuite, tenez dans son bec un fromage, vous cherchez. Je vous laisse 2 minutes, si vous voulez. On lit bien la consigne. J'ai pas mis la consigne, c'est ça, oui.